J'ai eu des problèmes liés à la toxoplasmose où je me voyais mourir en accouchant. Vous avez le droit de pas aimer être enceinte, ça veut pas dire que vous allez pas aimer votre bébé quand il voit le bébé bouger, parce que vous voyez le petit pied qui passe sous la peau. Est-ce que tu remanges de la viande ou du poisson pendant ta grossesse? Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ sur la thématique de la grossesse, parce que je me suis rendu compte que sous la vidéo que j'avais faite sur mon retour d'expérience concernant la grossesse, qu'il y avait encore beaucoup de questions. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me les poser et je vais y répondre aujourd'hui. À la base c'était pas prévu que je fasse ces vidéos là, je devais juste faire 3 épisodes, grossesse, accouchement et postpartum, et puis finalement je me suis rendu compte que vous aviez beaucoup de questions et que j'avais plus de choses à dire que ce que je croyais. Donc va y avoir ces 3 vidéos, plus une FAQ par grande thématique, donc grossesse, accouchement et ensuite les premiers mois de vie, et aussi je vais faire 3 autres vidéos mais du point de vue de l'accompagnant, du conjoint, du coparent. Donc William a accepté de participer, il va répondre à quelques questions, comme ça pourra aussi donner des pistes de réflexion et d'aide que vous pouvez apporter en tant que futur coparent ou coparent. Alors il y a Comito Joy qui demande si j'ai des conseils sur comment choisir son gynécologue ou l'hôpital et à quoi penser pour faire sa sélection. Donc encore une fois je vais répondre par rapport à mon expérience personnelle. Ça a été très simple pour moi pour choisir, c'est-à-dire qu'à La Rochelle il y a une maternité. Point. Donc j'ai pas eu le choix. Mais finalement c'était peut-être pas plus mal parce que ça m'a retiré toute cette charge mentale que beaucoup d'entre vous ont à l'approche de l'accouchement, à savoir où est-ce que je vais choisir d'accoucher. Pour ce qui est du choix du gynécologue, de la sage-femme, etc., de la personne qui va être en charge de suivre votre grossesse, il y a des points sur lesquels je vous invite à réfléchir. Déjà, il faut que ça soit relativement pratique d'accès parce que vous allez y aller souvent. Également, regardez un petit peu les retours que vous avez sur ce professionnel-là dans votre entourage ou même directement sur Google. La sage-femme que j'ai choisie, c'est celle qui m'a été la plus recommandée. En tout cas, disons que quand on me recommandait quelqu'un, son nom est revenu à plusieurs reprises. Donc voilà, j'ai appelé en me disant bon... elle a l'air quand même d'être beaucoup demandée, mais on sait jamais, peut-être qu'il y a des dispos. J'étais également suivie par mon obstétricienne. Alors elle, ça a été très simple. Je l'ai pas choisie elle spécifiquement, c'est elle qui m'a choisi moi. Il y avait aucune disponibilité et elle a eu un désistement pile quand j'en avais besoin. Donc j'ai sauté sur l'occasion et heureusement qu'elle était là, puisque je sais pas comment est-ce que j'aurais fait autrement. On a un gros manque, comme beaucoup d'autres endroits en France, sur le personnel et en particulier sur les spécialistes. Donc voilà, j'étais vraiment très rassurée d'être suivie par quelqu'un de bien, parce qu'après coup j'ai vu qu'elle était hyper bien notée, très bien suivie. Donc j'étais rassurée et ravie. Aurélie Peter me demande, est-ce qu'il y a des exercices physiques, je sais pas pourquoi je l'ai prononcé comme ça, est-ce qu'il y a des exercices physiques type yoga que tu pratiquais à la maison? Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent sur mon expérience de la grossesse, je vous invite à aller le voir parce que ça va beaucoup vous éclairer sur la suite de cette réponse. Le yoga, si vous ne me connaissez pas, ça fait partie de mes passions. J'ai même suivi une formation professionnalisante, donc j'ai un certificat de professeur de yoga international. J'ai 250 heures de formation de yoga à mon actif, donc voilà, c'est vraiment... j'adore ça. Et pour autant, pendant la grossesse, j'ai eu énormément de mal à pratiquer et je n'ai quasiment pas pratiqué, à l'exception de la fin de la grossesse où j'ai fait du yoga prénatal avec ma sage-femme qui est formée en yoga prénatal. Mais le yoga en soi, pendant la grossesse, j'en ai quasiment pas fait parce que j'étais à plat. Si vous voulez plus d'informations sur la fatigue, les nausées, etc., je vous mets la vidéo que j'ai faite précédemment sur vraiment mon expérience de la grossesse et tout ce que j'aurais aimé savoir avant de le vivre. Ceci étant dit, en termes d'exercice, il y a quand même quelques petites choses que je faisais, mais on peut même pas vraiment dire que je faisais du yoga. C'est de temps en temps, quand j'avais la force, l'envie et que j'en ressentais vraiment particulièrement le besoin, je faisais des exercices d'étirement. De quoi me délasser un peu, et en particulier à la fin, parce que les articulations prennent cher. Hein. Vous allez un peu douiller. Pour le mieux, voilà, pour le mieux. Mais... ça reste difficile et éprouvant pour le corps, c'est quand même assez physique et donc je faisais pas mal d'exercices d'étirement et de quoi me délasser, que ce soit au niveau du dos, des hanches et même les épaules parce qu'après on a tendance à se crisper un petit peu et à vite se faire mal. Je suis aussi allée voir ostéopathe, kiné pour m'aider et me sentir mieux dans mon corps dans toutes ces transformations. Toujours Aurélie qui demande est-ce que j'ai eu des peurs particulières pendant la grossesse? Et ça c'est une excellente question et franchement j'ai pas pensé à l'intégrer dans la vidéo d'avant mais ça aurait pu en faire partie. J'ai développé une anxiété encore un niveau au-dessus pendant la grossesse.
C'est-à-dire que j'ai jamais fait autant de cauchemars de toute ma vie. Des cauchemars liés à la grossesse et à l'accouchement, donc que la grossesse se passait pas bien, que je perdais le bébé, qu'il y avait vraiment des problèmes. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, j'ai eu des problèmes liés à la toxoplasmose pendant la grossesse, enfin ce qu'on a cru être la toxoplasmose pendant un moment. Donc c'était très anxiogène et clairement ça a réveillé des angoisses profondes qui s'exprimaient très très fort pendant le peu de moments où j'arrivais à dormir profondément. Donc c'était pas très reposant. Et je faisais énormément de cauchemars aussi liés à l'accouchement où tout partait en cacahuète et ça se passait très mal. J'ai fait des cauchemars où je me voyais mourir en accouchant. Enfin vraiment des trucs next level quoi. On n'était pas du tout sur la grossesse zen et épanouie. Mais ça m'a créé tellement d'angoisse que par contre j'ai pris des décisions dans mon quotidien. Ça a vraiment impacté et ça a changé des choses dans notre vie. C'est-à-dire que par exemple, avec mon conjoint, on est fiancés depuis quelques années maintenant, on n'a jamais organisé le mariage parce qu'au début on voulait faire un truc très spécifique et puis après on a déménagé, on a installé la maison, on a créé des bureaux, ensuite je suis tombée enceinte, bref tout s'est enchaîné tellement que ce projet-là on l'a pas avancé. Ceci étant dit, comme j'arrêtais pas de faire des cauchemars et que je me voyais mourir, j'ai commencé à vraiment avoir cette pensée de ok, il faut préparer l'avenir parce que si jamais il devait vraiment m'arriver quelque chose, je veux pas que William se retrouve dans la mouise ou le bébé. Et donc on s'est paxé. Mais c'était vraiment pas prévu à la base. J'ai dit à William, écoute là, j'ai besoin de dormir plus sereinement. Et ça m'aiderait beaucoup si je savais que voilà, on mettait en place un minimum de choses. Donc en toute transparence, on s'est paxé et on a fait un testament. Le pax à lui seul ne suffit pas. Donc on s'est paxé et on a fait un testament. Et ensuite, miracle, du jour au lendemain, en quelques jours en tout cas, je me suis remise à dormir un peu mieux. Comme quoi, faut pas hésiter à s'écouter et à écouter ses peurs pour pouvoir prendre des décisions qui vous permettent derrière d'être un peu apaisé. Donc voilà pour ma plus grosse peur pendant la grossesse. C'est une bonne introduction par rapport au prochain épisode sur l'accouchement, parce que vous verrez que ça a beaucoup impacté mon vécu de l'accouchement. Il y a une question qui a été posée en anonyme et c'était: était-ce toujours un projet la grossesse pour toi? Donc est-ce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire? La réponse c'est non, pas du tout. La grossesse et la maternité de façon générale, ça n'a jamais été un sujet évident pour moi. Il y a d'ailleurs toute une partie de ma vie où je me disais que j'aurais sûrement, probablement pas d'enfant et que ça serait très bien comme ça. C'était pas un désir profond, viscéral, comme je peux avoir autour de moi de personnes, futures mamans ou futurs papas, peu importe, deux personnes, qui sont profondément convaincues et persuadées et qui ont ce désir inné très profond d'avoir un enfant. William, c'était son cas, lui il a toujours su qu'il voulait être papa, ça faisait des années qu'il voulait être papa, et donc on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde sur le sujet. J'étais pas fermée à l'idée de faire un enfant, du tout, la preuve. J'étais pas fermée, mais c'était pas une évidence. Parce que j'avais d'autres envies, je voulais d'abord m'épanouir professionnellement, j'ai fait des études longues, donc forcément d'un côté pro je me suis lancée plus tardivement, parce que oui, on peut être youtubeuse et avoir fait des études longues. J'ai 2 masters et je suis très heureuse de la formation que j'ai suivie. J'ai fait prépa, concours, grande école, j'ai 2 masters et je suis youtubeuse. J'ai aussi une boutique de papeterie, si jamais elle vous intéresse, la boutique de margot.fr. La papeterie c'est une de mes très grandes passions. Et je fais des choses comme par exemple ce carnet là, qui s'appelle le carnet vie. C'était le plug qui n'était pas prévu, mais c'est fait. Donc j'avais plein d'autres choses que je voulais faire avant et j'avais un peu ce sentiment, et je crois que beaucoup d'adultes d'aujourd'hui qui sont nés dans les années 90 ont un peu ce même sentiment là, qu'on a été élevé par, la majorité du temps, par des super mamans qui conjuguer tout, à savoir le travail, la famille, les tâches ménagères, etc. Et peut-être que, quelque part, ça nous a fait, enfin moi en tout cas, hein, ça m'a fait un peu ressentir... j'ai eu l'impression qu'il y avait forcément une notion de sacrifice quand on est mère. Et j'avais pas forcément envie à ce moment-là de me sacrifier. Je voulais passer d'abord, je voulais d'abord faire ma vie et je trouvais ça important de s'épanouir, et je le trouve toujours d'ailleurs. Ceci étant dit, si j'avais su à quel point ça pouvait être épanouissant la maternité, comme je le sais aujourd'hui, je l'aurais fait plus tôt. Je le dis très honnêtement, si j'avais su plus tôt que ça pouvait être comme ça aussi,
je me serais probablement lancée plus tôt. Ceci étant dit, j'ai pas de regrets parce que ça m'a permis de mettre en place toutes les choses qu'on a aujourd'hui et qui font que peut-être j'ai cette expérience de maternité qui est beaucoup plus sereine que ce que ça aurait été il y a quelques années. Donc voilà, pas de regrets, je suis très heureuse. Il y a Mortier Pauline qui demande combien de temps as-tu mis pour retrouver un cycle normal après l'arrêt de la pilule. Alors j'ai mis très longtemps. Je crois que j'ai mis quelque chose comme 9 mois, un truc comme ça, enfin l'équivalent d'une grossesse en fait, pour retrouver un cycle régulier, sachant que voilà, je vous balance toutes les infos. Moi j'ai été réglée très tard, à 16 ans, donc vraiment très tard. Et j'avais jamais eu un cycle régulier avant même de prendre la pilule. Donc c'était pas très surprenant non plus. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, si quand on a eu un cycle régulier avant et que vous arrêtez la pilule, peut-être que votre cycle redevient régulier quasi instantanément. Aucune idée. Mon expérience personnelle, c'est que j'ai mis des mois avant de trouver un cycle régulier. J'ai eu beaucoup de problèmes d'acné hormonale qui sont revenus d'ailleurs. J'avais fait une vidéo sur le sujet, sur l'acné, et à cette époque-là, donc liée vraiment aux hormones. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Amélie me demande comment gérer son stress pendant sa grossesse, du mieux que tu peux. Déjà, la première chose, c'est vous mettez pas la pression. La grossesse, c'est un moment de vie qui est quand même très intense, que ce soit physique, hormonal, émotionnel, intellectuel aussi. C'est une transformation que vous vivez dans votre corps, mais sur plein de niveaux différents, donc forcément que ça a un impact sur vous. Peut-être que vous allez très bien vivre votre grossesse et que vous allez être hyper zen avec une grossesse de rêve, c'est tout ce que je vous souhaite. Si c'est pas le cas, et ben vous n'êtes pas toute seule, c'est normal, c'est pas agréable, mais c'est normal. Donc déjà, j'espère que mon témoignage peut vous aider à relativiser un peu, même si je sais que c'est pas évident. Ensuite, pour la gestion du stress, je vous invite vraiment à essayer de faire des choses que vous aimez au quotidien, alors en jonglant avec vos conditions personnelles, que ce soit financières, temps, santé aussi. Bref, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez réussir à inclure des petites choses dans votre quotidien qui vous font du bien. Faites comme bon vous semble et franchement, n'hésitez pas à lâcher un peu sur l'organisation du quotidien. Les tâches ménagères, la nourriture, le ménage, tout ça, j'ai envie de vous dire, ça peut attendre. Le plus important, c'est que vous preniez soin de vous, vous en avez vraiment besoin, et en plus de ça, au lieu de prendre soin de vous, vous prenez soin de votre futur bébé. Aucune culpabilité. Vous pouvez passer la journée à dormir la sieste, c'est très bien. Vous êtes reposé et vous avez créé des petits organes pendant ce temps-là. Donc soyez fiers de vous. Essayez peut-être d'écrire, vous pouvez journaler pendant ce temps-là, ça permet d'évacuer aussi toutes les pensées un petit peu obsédantes et le stress qu'on peut avoir. Je trouve ça vraiment intéressant. J'aime le journaling à toute étape de la vie, mais pendant la grossesse, je pense que vraiment ça peut aider à y voir plus clair sur son état mental, son état émotionnel aussi, son ressenti, ses peurs, les besoins. Et vous y verrez forcément plus clair en les mettant sur le papier. Et puis au-delà de ça, ça va vous permettre d'extérioriser et d'en parler à quelqu'un, en particulier si vous êtes timide et que vous n'avez pas envie d'en parler à une vraie personne. Ah, trop mignon, il y a quelqu'un qui dit « Juste merci, j'ai appris que j'étais enceinte la semaine où tu as sorti la vidéo. Félicitations !» Ah, ok. Il y a quelqu'un d'autre qui dit « Juste merci pour cette vidéo » qui dit qu'on a le droit de ne pas aimer être enceinte. Oui, vous avez le droit de ne pas aimer être enceinte. Zéro culpabilité. Vous avez le droit de pas aimer être enceinte, ça veut pas dire que vous allez pas aimer votre bébé, c'est juste que le fait d'être enceinte, bah c'est dur en fait. C'est dur et c'est vrai que c'est dur. Et c'est vrai qu'on a tendance à idéaliser beaucoup la grossesse et à parler beaucoup des très bons côtés, et heureusement qu'il y en a, et heureusement qu'il y a des personnes qui vivent des grossesses de films, de rêves, mais c'est pas le cas de la majorité des gens et ça se voit bien dans les commentaires sous la vidéo précédente. J'ai vu à quel point ça avait pu vous faire du bien aussi d'extérioriser, de raconter un peu vous ce que vous avez vécu, et on voit bien que la grossesse n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Et pour autant, ça veut pas dire que vous n'allez pas être épanoui en tant que parent. La preuve. Il y a Eau-de-Vie qui demande quels sont les rendez-vous médicaux du premier trimestre. J'en suis à 6 semaines d'aménorrhée, je n'ai encore rien fait. Alors les premiers rendez-vous, et il faut que je creuse dans ma mémoire, moi je sais, je vais vous parler de mon expérience, dès qu'on a appris que j'étais enceinte, j'ai pris rendez-vous juste avec mon généraliste, parce que justement j'étais un peu perdue et un peu affolée et je me demandais ce qu'il fallait que je fasse. Donc j'ai pris rendez-vous tout de suite avec mon généraliste qui m'a donné rendez-vous pour la semaine d'après, et qui m'a pas mal aiguillée, donc n'hésitez pas à le faire.
Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec... Enfin, j'ai galéré, mais j'ai fini par y arriver. On a pris rendez-vous avec la gynécologue obstétricienne. Et là, on a fait un premier rendez-vous qui n'est pas obligatoire, qui est l'échographie de datation, qui permet donc de dater avec un peu plus de précision le début de grossesse. Nous on l'a fait, c'était pas obligatoire. Franchement j'ai trouvé ça assez informatif et ça permet de réaliser un peu plus que c'est réel, même si on peut mettre longtemps à réaliser que vraiment ça y est, et on va en reparler. On a fait ce premier rendez-vous là, ensuite vous avez le premier vrai rendez-vous obligatoire qui est le rendez-vous du premier trimestre, qui va vous permettre aussi d'avoir une idée de la taille, vous avez les premières mesures, ce genre de choses là. C'est très beau comme rendez-vous parce que aussi c'est le premier moment où vous allez pouvoir entendre le bruit du cœur. Alors ça c'est vraiment quelque chose de très spécial. Surtout si vous n'avez aucune idée de... Alors si vous voulez pas de spoil, avancez de genre 30 secondes. En gros, moi j'étais très surprise par la vitesse de battement du cœur du fœtus. Je savais pas que c'était hyper rapide et vraiment quand on a eu le son qui s'est mis en route, ça faisait tout. J'étais hyper surprise. Tellement surprise que j'ai regardé l'obstétricienne et j'étais en mode c'est normal. Donc c'est tout à fait normal, un cœur de fœtus et même de bébé bat beaucoup plus vite qu'un cœur d'adulte. Émilie qui demande les produits anti-vergéture que j'ai utilisés. Alors les vergétures ça faisait partie de mes grosses craintes. J'avais vraiment peur de l'impact négatif de la grossesse sur mon corps. Je pense que ça fait partie des choses qui me retenaient aussi de me lancer dans l'aventure de la maternité. J'avais ce côté de j'ai pas envie que mon corps soit détruit. C'était vraiment ce que je pensais, détruit. Aujourd'hui, mon corps est comme avant. Voilà. J'ai une petite vergeture, même pas sur le ventre, sur le haut de la cuisse. C'est tout. C'est la seule trace physique que j'ai aujourd'hui. Alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui font énormément de vergetures. Ou qui ont d'autres soucis physiques en postpartum. Moi franchement, rien, donc si ça peut vous rassurer, pareil si j'avais su que en fait vraiment je serais pareil qu'avant, je l'aurais pas cru déjà, et j'aurais été très rassurée et très heureuse de le savoir, donc c'est possible. Côté vergeture, faut savoir qu'il y a quand même une très grosse part de génétique. Ma mère n'a pas eu de vergeture, ma grand-mère n'a pas eu de vergeture, donc il n'y avait pas vraiment de raison que j'en ai. Ceci étant dit, il y a quand même des gens autour de moi qui n'avaient pas de raison d'en avoir non plus et qui en ont quand même eu. J'ai quand même pris les devants, j'ai pris mes précautions, et je me suis badigeonnée de crème et d'huile anti-vergeture matin et soir. Non, c'est pas vrai, j'exagère. Au début c'était matin et soir, alors que vraiment en plus j'avais pas de ventre, forcément au début. Après je suis descendue à 1 fois par jour. Et par contre ça je l'ai vraiment maintenu tous les soirs, je m'appliquais bien la crème, ventre, poitrine et hanche. J'ai pas pensé à faire le haut des cuisses, j'aurais peut-être dû. Et je me badigeonnais de crème et d'huile, j'en ai fait plusieurs. Celle que j'ai le plus utilisée c'est l'huile anti-vergeture de chez Velleda, et j'ai utilisé aussi un beurre anti-vergeture, je me souviens plus du nom de la marque parce qu'aujourd'hui je l'utilise plus, c'est vraiment spécifiquement en grossesse, mais je vais le retrouver et je vous le mettrai en barre d'informations avec les liens qui vont bien. Ça, je sais pas à quel point ça a contribué, mais en tout cas j'étais sereine de ce côté-là, parce que je me disais que je faisais déjà le maximum que je pouvais faire de ce côté-là, donc que si vergeture il devait y avoir, j'aurais pas de regrets. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Allez à Yactest. Voilà, les dés sont jetés. Mais de façon générale, oui, vous pouvez mettre huile, crème, bien massée surtout, et pas hésiter à appliquer même huile et crème juste à la sortie de la douche quand votre peau est encore un peu humide. Ça permet de vraiment sceller l'hydratation. Laurence demande à quel moment tu as réalisé que ça y est, tu allais devenir maman. Je ne rigole pas en disant que je pense que le seul vrai moment où j'ai vraiment pris conscience que j'allais devenir maman, j'étais à la maternité et je venais d'avoir le bébé que j'ai récupéré et que j'ai posé sur moi. C'est le moment où j'ai pris conscience que ça y est, j'étais maman. Voilà. Donc j'ai vraiment pris conscience à la toute fin de l'accouchement qui en plus de ça a duré très longtemps. Donc il fallait vraiment que... Voilà, je suis quelqu'un qui intellectualise beaucoup tout. Et cette notion de maternité vraiment n'est devenue réelle, n'est devenue tangible que quand j'ai eu en fait vraiment littéralement le bébé dans mes bras. Les premiers mouvements, les premiers coups de pied, tout ça, ça restait très abstrait malgré tout pour moi. La plupart des gens réalisent que ça y est, ils vont être parents quand ils entendent le cœur du bébé, ou quand ils sentent le bébé bouger, ou quand ils voient le bébé bouger, parce que vous voyez le petit pied qui passe sous la peau. Moi,
Ça m'a émue tous ces moments-là. Ça m'a émue, ça m'a marqué, je m'en souviendrai probablement toute ma vie. Mais le vrai moment où j'ai réalisé que j'étais maman, c'était littéralement quand j'ai eu mon bébé dans les bras. Voilà. Je sais pas si d'autres personnes se reconnaissent dans ce témoignage, n'hésitez pas à me le dire. Juliette demande quelle a été ta préparation à l'accouchement, comment as-tu géré la peur d'accoucher? Alors, comme j'ai pu le dire dans la vidéo précédente, la préparation à l'accouchement, personnellement, je trouve que ça ne prépare pas tant que ça à accoucher, parce qu'il se passe tellement de choses que je pense qu'on peut jamais vraiment être tout à fait préparé à l'accouchement, parce que, très sincèrement, moi, entre ce que j'avais imaginé et la réalité, il y a alors, tout un univers. Je vous raconterai ça dans le prochain épisode sur l'accouchement. Mais par contre, pour la gestion de la peur, je peux vous dire quelques petites choses, parce que je me souviendrai toujours que ma sage-femme m'a retourné le cerveau sur justement cette peur que je lui ai beaucoup partagée, elle m'a beaucoup écoutée, on a pas mal discuté à ce sujet-là, parce qu'elle me disait, voilà, quelles sont tes angoisses? Et je lui disais, sincèrement, j'ai peur de mourir pendant que j'accouche. C'était vraiment... Pour moi, c'était vraiment quelque chose de... Enfin, un potentiel dans mon avenir. Donc forcément, t'es pas très serein. c'est le moins qu'on puisse dire. C'était beaucoup plus psychologique que factuel, en fait, cette peur. Et elle m'a dit, et j'espère que ça vous aidera aussi, elle m'a dit, le jour de l'accouchement, c'est pas de la peur que tu vas ressentir, c'est de l'excitation, de la joie, de l'anticipation. Parce qu'en fait, c'est un moment de fête, c'est le moment que tu as attendu pendant 9 mois, c'est le point culminant de cette grossesse, où déjà tu vas pouvoir la laisser derrière toi, mais quand t'as pas une grossesse facile, t'es quand même assez content. Mais surtout, c'est le jour de la rencontre. C'est le jour où tu vas enfin pouvoir mettre un visage sur ton bébé, où tu vas pouvoir associer le prénom avec le bébé, où tu vas pouvoir le découvrir, le sentir, le toucher, le câliner. Donc c'est vraiment un moment extraordinaire, et il n'y aura pas 36 000 jours comme ça dans notre vie, et donc c'est un moment de fête, c'est un jour de fête. Et ce côté, cette phrase, l'accouchement c'est un jour de fête, elle m'a beaucoup suivie sur la fin de la grossesse. Enfin vraiment, quand je dis sur la fin de la grossesse, elle me l'a dit peut-être 2 ou 3 semaines avant que j'accouche. Mais vraiment c'est quelque chose que j'ai essayé de... Je me le suis rappelé, je me le suis re-raconté, je me suis préparée en fait psychologiquement quelque part, avec la visualisation positive. Je m'imaginais vraiment que j'allais être heureuse, que ça serait la fête, que ça serait un bon jour, que j'allais passer un merveilleux moment, même si l'accouchement en lui-même pouvait être difficile, mais derrière tu aboutis à quelque chose de beau et de positif et de merveilleux. Et en fait, j'ai reprogrammé mon cerveau. Ce qui fait que littéralement, quand j'ai perdu les os, je me suis dit, ça y est, c'est aujourd'hui, et j'étais heureuse. Donc j'espère sincèrement que cette petite phrase, l'accouchement c'est un jour de fête, que ça va vous rester aussi, que ça va vous accompagner le jour de votre accouchement, et que ça va être un jour merveilleux, aussi merveilleux que celui que moi j'ai pu avoir. Quels sont pour toi les achats indispensables et ceux inutiles avant l'arrivée du bébé? Alors mes réponses, je les fais que par rapport à la grossesse pour l'instant. En indispensable, je dirais qu'il y a la ceinture de maintien que vous posez au niveau des hanches. Ça m'a beaucoup aidé. J'avais des douleurs ligamentaires qui sont apparues relativement rapidement et puis qui s'aggravent au fur et à mesure que vous avez le poids du bébé et puis le bébé qui descend. Donc ça, si vous marchez pas mal ou que vous êtes beaucoup debout pour votre travail par exemple, n'hésitez pas. Franchement, c'est un super investissement. Ça soulage énormément. Le deuxième truc, je dirais que c'est des vêtements de grossesse qui soient confortables. Pas besoin d'en avoir des tonnes par contre, prenez vraiment des trucs basiques. Dans la vidéo précédente, j'en avais listé dans la barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir. J'ai mis jeans, leggings et des sous-pulls aussi de grossesse. Comme ça, vous pouvez continuer à mettre le reste de vos vêtements habituels. En inutile, personnellement, moi j'ai un achat regret, et pourtant autour de moi tout le monde me disait c'est génial, tu vas voir, tu dormiras trop bien avec. C'est le coussin de grossesse. J'ai dormi avec peut-être 3 semaines et je l'ai bazardé. Le truc prenait une place monstre à l'intérieur de mon lit. Au-delà de ça, j'ai pas trop apprécié dormir avec, alors que par contre vous avez vraiment besoin de dormir avec des coussins pendant la grossesse. N'hésitez pas à vous en positionner un entre vos jambes et en particulier entre vos genoux. Ça permet de garder un petit peu les jambes écartées et donc de moins faire de tension au niveau des hanches, donc ça soulage vraiment. J'en mettais un entre les jambes, un dans mon dos, un sous mon ventre à la fin de la grossesse, plus 1 à 2 sous ma tête. Donc des coussins, vous allez en avoir besoin. De grossesse, pas forcément. Coussins d'allaitement pour après par contre oui. Les achats indispensables avant l'arrivée du bébé, parce que ça faisait partie des choses qui m'angoissaient un petit peu. J'avais
peur qu'il arrive plus tôt que prévu. Moi je suis née, je sais plus si j'avais 3 ou 4 semaines d'avance, un truc comme ça. Et donc à la fin de la grossesse, je me disais, on a toujours rien, ça craint un peu parce que si jamais on a couché là, et ben on n'a pas de quoi le ramener de la maternité, on n'a pas de quoi le faire dormir en sécurité. Donc ça fait partie des choses qu'on a achetées en priorité et je trouve que c'était une bonne chose pour ma santé mentale. Donc de quoi, en fonction de vos conditions de vie spécifiques, si vous n'avez pas de voiture, pas de siège auto évidemment, mais en gros, il faut que vous prévoyez de quoi le ramener de la maternité, donc siège auto, poussette, portage, voilà. De quoi le faire dormir en sécurité, que ce soit un berceau, un cododo, et un endroit pour le changer. Voilà, donc ça peut être une table allongée, ça peut être juste une serviette posée sur votre lit, tout est envisageable, c'est en fonction de vous. En achat inutile avant l'arrivée du bébé, tout ce qui est taille naissance. N'achetez pas de taille naissance avant la naissance. Parce que si ça se trouve, votre bébé sera déjà trop grand pour du taille naissance. Et si d'aventure il était vraiment petit, vous avez toujours moyen d'en acheter à ce moment-là. C'est pas un problème. Et surtout, il rentrera forcément déjà dans le 1 mois. Ça sera peut-être un peu grand sur lui, mais c'est pas grave. Alors que si vous prenez plein de taille naissance en vous disant que vous anticipez pour la naissance, en fait, la plupart du temps, du taille naissance, c'est déjà trop petit ou très vite trop petit. Moi je sais que j'avais acheté juste une petite tenue mignonne parce que je me disais en sortant de la maternité, comme ça il sera bien habillé, on pourra faire les photos, nanana. Et vraiment, je crois au bout d'1 semaine de vie, il la portait déjà plus. Donc très très vite, vous allez voir que vous allez passer au taille au-dessus. En complément alimentaire grossesse et postpartum, moi il m'avait été prescrit, c'était Gynéfam Supra. Voilà, n'hésitez pas à demander à votre médecin ce qu'il vous recommande par rapport à vos besoins personnels. Aurais-tu des livres grossesse éducation à conseiller? Ça c'est Anna qui demande. Alors je les ai sortis parce que j'avais vu la question. Côté grossesse, je vous recommande celui-là, il s'appelle Il était 9 mois. C'est le guide essentiel de votre grossesse. J'ai trouvé très très bien parce qu'en fait il est vraiment dans l'ordre chronologique avec toutes les étapes de ce que vous pouvez ressentir, où en est le développement du bébé, à quoi vous pouvez vous attendre. Vraiment très très intéressant. C'est uniquement sur la grossesse. Le deuxième livre que je recommande, qui concerne cette fois-ci l'éducation et pas que l'éducation d'ailleurs, la santé, vraiment tout autour de l'enfant, il s'appelle Votre enfant, de 0 à 16 ans, et pareil, il est super bien fait parce que c'est pareil, c'est dans l'ordre chronologique, donc pour l'instant j'ai lu que la partie verte, et donc c'est tout de 0 à 2 ans. Et j'aurais bien aimé l'avoir plus tôt, parce qu'on l'a acheté, je crois qu'il avait déjà 2 mois, quelque chose comme ça. J'aurais eu beaucoup moins de questions et de doutes si je l'avais feuilleté plus tôt. Voilà, un bon livre à feuilleter aussi pendant la grossesse, en parallèle de tout sur la grossesse. Donc ça c'est pour vous, et ça c'est pour en apprendre plus sur votre futur enfant. Très très utile les deux, je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais ils sont forcément disponibles en librairie, n'hésitez pas à les commander directement chez votre libraire. Eligo14 qui demande: est-ce que tu remanges de la viande ou du poisson pendant ta grossesse? Alors voilà, là on arrive au bas qui blesse. Comme je vous l'ai dit, j'ai été végétarienne, donc vous avez déjà votre réponse, pendant des années. Mes convictions n'ont pas changé sur le sujet, seulement j'étais tellement malade pendant la grossesse qu'au bout d'un moment je me suis quand même résolue à manger ce que j'arrivais à manger. Et la viande passait et le poisson passait. Donc je me suis remise à manger de la viande et du poisson pendant la grossesse, en petite dose, mais quand même. Quand c'est la seule chose qui passe, et ben en fait tu manges ce que tu arrives à manger. Donc pas de regret parce que c'était mes circonstances et voilà. Et si j'avais une grossesse plus facile et pas de nausées, voilà, j'aurais fait différemment. Mais j'ai eu cette grossesse-là. Voilà. Je ressens vraiment le besoin de me justifier. Et oui, comme quoi on se sent quand même coupable malgré tout. Le Grand Zèbre pose 2 questions sur la charge mentale et la communication au niveau des changements d'humeur. Alors les changements d'humeur, je vais pas pouvoir vous dire grand chose parce que franchement, j'ai pas eu le sentiment d'en avoir beaucoup. À la toute fin de la grossesse, j'étais plus émotive, mais parce que je pense que la fatigue se rajoutait pas mal aussi sur les vagues hormonales. J'étais très fatiguée en fin de grossesse, sincèrement j'étais plus fatiguée à la fin de la grossesse qu'au début de la vie postpartum, donc c'est vous dire que j'étais vraiment fatiguée. Changement d'humeur, pas tant que ça, faudra demander l'avis à William dans la vidéo où il va intervenir. Et par contre, pour tout ce qui est charge mentale, je l'ai pas tellement ressenti. Sur la vie quotidienne, je l'ai pas ressenti parce que William a pris le relais. Par contre, sur tout ce qui touchait à la préparation de l'arrivée du petit, oui, parce que déjà c'était quelque chose de très important pour moi, donc je voulais être complètement très impliquée. J'ai fait des recherches de malade, CF, le fichier Excel que je vous avais mis partagé dans la précédente vidéo avec tous
les trucs que j'avais trouvés, cherchés, et les références, etc. N'hésitez pas d'ailleurs à aller le consulter si jamais ça vous intéresse, je vous le remettrai dans cette barre d'infos là. En fait, je me suis mise toute seule la pression parce que je voulais, encore une fois, choisir les meilleurs trucs, meilleurs dans le sens les plus appropriés par rapport à nos circonstances, notre façon de vivre, notre façon de fonctionner. Mais voilà, je voulais me sentir prête et c'était un peu un devoir pour moi. Donc charge mentale autoproclamée, oui. Auto-décerné plutôt, oui. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'avais eu des doutes et si j'avais eu peur. Alors la peur, je pense que c'est quelque chose de très sain et de normal. Ça permet d'envisager un petit peu toutes les possibilités et de trouver des solutions. Donc si vous avez peur, c'est une bonne chose. Ça vous permet de mieux vous préparer. Ce qui est des doutes, j'ai eu pas mal de doutes pendant la grossesse, alors pas de regrets, hein, mais de comment ça va se passer, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et en termes d'éducation, comment est-ce qu'on s'y prend, et comment est-ce que je fais pour que ce soit le mieux possible, et enfin bref, une multitude de questions, vous allez jamais vous poser autant de questions, enfin, si vous êtes comme moi, vous allez vous poser beaucoup de questions. Donc beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes, beaucoup de recherches. Mais pareil, je trouve ça plutôt sain parce que, encore une fois, ça permet de réussir à se projeter, envisager les choses sur différents angles et mieux appréhender ensuite l'avenir. Ce qui est des doutes liés à la maternité, j'en avais parce que je pense que tant qu'on n'est pas parent, on peut pas savoir. J'avais pas de doute sur le fait que j'aimerais mon enfant. Mais voilà, je savais pas trop comment dans notre quotidien ça allait nous impacter, et l'impact sur le couple, et l'impact sur la vie quotidienne, et comment est-ce que je fais par rapport au boulot, et enfin voilà, quand même pas mal d'interrogations, mais je n'en ai plus aujourd'hui. Côté skincare, pendant la grossesse, on m'a posé des questions. Alors le point vraiment important, c'est que avant la grossesse, j'utilisais du rétinol. Or le rétinol n'est pas recommandé pour les femmes enceintes, donc je l'ai arrêté du jour au lendemain. Ça faisait partie intégrante de ma routine, ça a sauté. Les trucs que j'ai conservés, en fait, c'est que des trucs vendus en pharmacie. On était beaucoup moins sur des produits 100% naturels parce qu'il y a quand même toute la problématique après autour des huiles essentielles, etc. J'avais quand même des produits naturels dans ma routine, là n'est pas la question, mais c'est vrai que j'ai quand même eu un gros shift, notamment autour de la crème hydratante. Pendant la grossesse, j'utilisais du Cicaplast de mémoire, qui est pas, on n'est pas censé l'utiliser en crème hydratante visage. Mais alors moi ça a fait des miracles, ça m'a conservé une peau hydratée, j'avais le teint gris parce que j'étais fatiguée, mais alors j'avais la peau qui était hyper hydratée. Vous pouvez utiliser de la vitamine C, pas de souci de ce côté-là, donc j'en mettais le matin en sérum pour gagner un peu en éclat. Et j'étais très contente de retrouver mon rétinol après la grossesse. La fée enchantée demande quand est-ce que tu as perdu le bouchon muqueux. Alors faut savoir que tout le monde ne s'en rend pas compte, je m'en suis pas rendu compte, je ne sais pas. Quand est-ce que j'ai perdu le bouchon muqueux? Aucune idée. Donc, si ça se trouve, tu l'as déjà perdu, tu le sais pas. Alors une question très importante et à laquelle je tiens absolument à répondre, c'est la seule fois qu'elle a été posée, mais trop importante pour passer à côté. Concernant la toxoplasmose, as-tu pu garder tes chats? Oui, évidemment, j'ai pu garder mes chats. Il y a eu un super témoignage, je crois que c'était d'une vétérinaire, en commentaire sous ma précédente vidéo que je vais vous retrouver et que je vais vous mettre à l'écran. Évidemment que si vous n'êtes pas positif à la toxoplasmose, vous allez avoir plus de précautions à prendre, mais surtout ne vous débarrassez pas de vos chats. Ils vous ont rien fait, et a priori, si vous les avez depuis longtemps, ils sont probablement pas porteurs de la toxoplasmose. C'est pas parce que vous avez des chats qu'ils ont la toxoplasmose, ils sont plus susceptibles de l'avoir, en particulier s'ils sortent ou qui mangent, qui croquent parfois d'autres petits animaux. Tous les chats ne sont pas porteurs de toxoplasmose. Si vous avez des chats, il y a des précautions à prendre au niveau de l'hygiène. Donc par exemple, on va vous recommander de pas nettoyer la caisse de vos chats, de le laisser à votre conjoint. C'est ce que j'ai fait, j'étais ravie de lui donner la caisse en termes d'entretien. Mais vous allez sincèrement avoir beaucoup plus de restrictions d'un point de vue alimentaire que d'un point de vue chat et compagnie. Donc ne vous débarrassez pas de vos chats, gardez vos petits chats, ils sont très précieux. Moi ils m'ont beaucoup aidé, beaucoup accompagné pendant la grossesse. C'était une bénédiction et très apaisant d'avoir un chat qui ronronne contre vous, et elles ont adoré dormir contre mon ventre. On attaque les dernières questions. Il y en a une, ça va être très rapide. Quel a été ton mois préféré pendant ta grossesse? Aucun. Voilà. Ou le dernier du coup, quand je savais que ça allait s'arrêter. Mais en vrai, ouais, je pense que je dirais quand même la fin. La fin, j'étais beaucoup plus sereine parce que je savais que j'avais pas la toxoplasmose, finalement. On avait pu préparer un petit peu la chambre du petit, et voilà, je m'étais renseignée, on avait acheté le kit de base, on va dire. Et puis surtout, j'en avais marre. Je voulais que ça s'arrête. Et donc j'étais ravie que chaque jour qui passe, c'était un jour de plus qui me rapprochait de la fin de la grossesse.
La dernière question, et elle est pas mal revenue, c'est sur le premier symptôme que j'ai ressenti. Le premier vrai symptôme que j'ai ressenti, c'était un mix. En fait, pendant quelques temps, je pensais que j'allais avoir mes règles parce que j'avais mal au ventre et mal à la poitrine. Et en fait, j'étais enceinte. Mais moi, j'étais persuadée, parce que j'ai des règles douloureuses, j'étais persuadée que ça allait arriver quoi, et en fait pas du tout, et je voyais les jours qui passaient, j'avais toujours mal au ventre et mal à la poitrine et ça arrivait pas. Donc j'ai fini par dire à William, je crois qu'il faut qu'on fasse un petit test parce que là quand même je trouve que ça devient long et que c'est un peu bizarre. Donc ça c'est mes premiers symptômes, et j'étais assez surprise, je savais pas qu'on pouvait avoir mal comme quand on va avoir ses règles, voilà, ou comme quand on a ses règles. Et ensuite, le premier symptôme typique de grossesse que j'ai ressenti, c'est les nausées. Voilà, dans les 72 heures où j'ai su que j'étais enceinte, boum, c'était parti. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions qui sont le plus revenues, j'espère que ça a pu vous aider. Je vais faire un épisode sur la grossesse avec William, comme ça on aura aussi son point de vue. N'hésitez pas à poser vos questions en barre d'infos sur cette dynamique dans un duo, dans un couple, au moment de la grossesse. Si vous avez des questions spécifiquement pour lui, n'hésitez pas à le faire. Je mettrai aussi un petit encart sur Instagram pour récolter aussi de ce côté-là les interrogations. Sinon, le prochain épisode, ça sera sur l'accouchement, beaucoup de choses à dire, et encore une fois, ça sera du coup en 3 parties, mon expérience, une FAQ, et puis l'expérience de William sur l'accouchement. Et je pense que ça peut être très intéressant parce qu'on n'a pas souvent le point de vue de l'accompagnant. Et même pour moi, ça va être intéressant parce que il y a quand même beaucoup de choses maintenant qui sont floues. C'était très long, voilà, mon accouchement. J'ai beaucoup de choses à dire, j'ai hâte de vous partager ça. Bref, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas, à mettre un pouce vers le haut, à activer la cloche, et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, merci beaucoup pour votre bienveillance, je l'ai vraiment ressenti dans chacune de vos questions. Je vous souhaite tout le meilleur, que vous soyez en parcours de conception, en pleine grossesse ou déjà parents. Je vous envoie plein d'amour et plein de bonnes ondes, et je vous souhaite une très bonne journée.